Voilà, donc je continue après la courte présentation donc, concernant la cité de Carcassonne. Je vais maintenant vous parler des Corbières et du site de Quéribus, Peyrepertus, qui sont des châteaux en fait, hein, et qui sont, à mon sens, les châteaux les plus importants au niveau de l'Aude, en lien avec l'histoire de la féodalité, l'histoire de Carcassonne, l'histoire de la croisade albigeoise et des Cathares, et qui sont en outre des sites magnifiques puisque les Corbières, donc c'est un massif qui représente quand même une bonne partie du territoire audois. Elles sont magnifiques en termes de panorama, de découverte d'un milieu naturel. Les Corbières, c'est vraiment typique d'un paysage méditerranéen sec. Même s'il y a quelques parties des Corbières, en fait, du massif des Corbières qui sont un peu plus arrosées. Et surtout, ce qui est très intéressant au niveau des Corbières, il y a beaucoup de sites en fait, mais là je vais quand même me focaliser sur les sites de Quéribus, Peyrepertus, qui sont pour moi vraiment le summum, c'est-à-dire quand on arrive au sud du massif des Corbières, qui s'étend de la Méditerranée, hein, de Narbonne, Fitou, jusqu'à Carcassonne, hein. Et ensuite, donc, de Carcassonne, on part vers le sud et on va pratiquement jusqu'à Perpignan. Voilà, donc là, on a un grand massif. Je vous invite à regarder une carte, hein, si vous voulez voir à peu près où se trouvent les Corbières, mais on est sur le territoire audois. Et donc, quand on arrive au sud des Corbières, eh bien, on fait l'ascension des châteaux de Quéribus et Peyrepertus, qui culminent à 700-800 mètres d'altitude, hein, pour chacun, et qui donne à voir un panorama à 360 degrés sur la plaine qu'on appelle la plaine des Fenouillèdes, et au-delà donc le littoral côté Perpignan, Collioure, et de l'autre côté on aperçoit donc une partie du massif des Corbières. C'est fantastique. Et ce qui est très très intéressant, c'est que non seulement ces châteaux, bien sûr, ont une histoire, les Corbières aussi, mais c'est que si on prend le temps, en fait, de traverser les Corbières, qui sont richissimes, donc je reviendrai sur d'autres sites qu'on trouve dans ce massif-là, eh bien, c'est un véritable voyage, en fait, au niveau du paysage, les différents terroirs viticoles. On peut faire des arrêts chez les viticulteurs. Il y a vraiment des points d'accueil, en fait, pour tester du vin. J'en connais. Voilà. Et puis, il y a aussi des lieux où on peut acheter, en fait, vraiment des produits locaux, du terroir, donc aussi bien du pain, du fromage, de chèvre, de brebis, des choses. Mais alors, moi j'y pense là, je me dis, voilà. Et bon, différents produits locaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je veux dire, au niveau de la découverte, c'est très complet, quoi. C'est vraiment très complet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une partie, disons, sport en nature. Donc, il y a du canyoning, du rafting. Enfin, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut faire dans le massif des Corbières, des randonnées. Bon, c'est très, très vaste, quoi. Mais là, je vais quand même me focaliser sur donc, les châteaux de Quéribus et Peyrepertus. Alors le territoire des Corbières, en fait, se trouve historiquement sur ce qu'on appelle les marches d'Hispanie. Donc les marches d'Hispanie, en fait, c'était les territoires qui étaient conquis par Charlemagne et son père, Pépin le Bref, dont le but vraiment, mais c'est avec Charlemagne que ça va culminer, dont le but était de créer un empire, hein, ce qu'on appellera donc l'empire carolingien au 8e siècle. Et cet empire-là, c'est un empire européen. Mais disons que le territoire donc qu'on appelle les Marches d'Hispanie, dont les Corbières font partie, c'est un territoire en fait de conquête, et le but c'est de marcher vers l'Espagne et de conquérir l'Espagne. À cette époque-là, 8e siècle, l'Espagne a été conquise par les Arabes, dont la capitale en fait la plus importante se trouve à Cordoue, donc au sud de l'Espagne.
L'Espagne qui était initialement donc un territoire occupé par les Berbères. Les Berbères donc avaient traversé le détroit de Gibraltar. Ils étaient installés donc en Mauritanie, en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Et la conquête, donc les Berbères vont migrer, hein, les Germains, traverser le détroit de Gibraltar, s'installer. Donc ça, c'est vraiment avant, c'est vraiment les peuples du néolithique, c'est les Berbères. C'est pour ça que quand on parle de l'Espagne, on parle de la péninsule ibérique. Donc là, je fais une digression, mais c'est quand même important. Donc, euh, ensuite, on va avoir les Visigoths au 5e siècle qui vont donc occuper le territoire, hein, faire des conquêtes. Donc, les Visigoths, ce sont des peuples germanophones, hein, qui sont chassés par les tribus d'Attila et qui vont donc aller s'installer sur différents sites, dont l'Espagne, qui va devenir vraiment un territoire très important pour les Visigoths. Voilà, avec différentes capitales, donc ça je rentre pas dans les détails. Et après, donc, conquête arabo-musulmane, et ensuite, donc, 8e siècle, des batailles qui vont se livrer entre Charlemagne et les Arabes, avec donc vraiment des territoires qui vont être annexés, puis repris. Enfin, ça va être quand même une longue... Mais disons que Charlemagne va réussir quand même à récupérer disons, les Corbières et à apprendre à conquérir, hein, finalement les Corbières, et va gagner un peu le début de l'Espagne, mais ça va s'arrêter là, hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans les Corbières? Eh bien, on va avoir des, disons, des mini-fiefs qui vont être créés, c'est-à-dire des terres qui vont être données en gérance par Charlemagne à ceux qui l'ont accompagné, hein. Donc, les soldats, voilà, qui l'ont accompagné vont avoir comme une sorte de, disons, de cadeau, hein, qui va leur être donné, mais en gérance, donc, des territoires. Et sur ces territoires, en fait, ces soldats-là, qui sont soumis à l'Empire carolingien, vont créer, disons, des points de surveillance déjà, hein, des tours de surveillance, et disons des villages, enfin des lieux pour s'établir, hein. Ça, c'est vraiment avant la féodalité, en fait, hein, c'est l'Empire carolingien. Et quand l'Empire carolingien va chuter, c'est-à-dire au début du Xe siècle, c'est-à-dire les descendants de Charlemagne en fait ne vont pas réussir à maintenir cet empire qui était énorme, eh bien ces soldats donc, qui avaient récupéré des terres, donc on les appelait les missi dominici, donc les envoyés en fait du maître, vont décider de créer leur propre fief. Donc ça va être la naissance de la féodalité. Et les tours de surveillance vont progressivement se transformer pour beaucoup en châteaux, en fait en donjons qui vont prendre de l'ampleur et devenir des châteaux. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver donc quand on va se promener dans les Corbières. On retrouve une grande quantité de châteaux en fait qui étaient au départ des tours de surveillance et qui vont devenir progressivement des fiefs en fait, voilà, appartenant à différents seigneurs qui vont se rallier. Alors au niveau des Corbières, c'est l'Aragon, hein, beaucoup, voilà, mais c'est aussi un lien avec les religieux, donc les monastères, puisque Charlemagne avait établi aussi tout un système en fait de ralliement à des monastères et des abbayes. Il va en fonder une très très grande quantité à travers l'Europe. Et ces féodaux vont aussi être inféodés à progressivement, donc vont se rattacher aux grandes entités, donc roi d'Aragon, comte de Toulouse, seigneur Trencavel, comte de Foix, etc. Bon, c'est tout un morcellement en fait du territoire. Alors, les châteaux dont je parle, donc Quéribus et Peyrepertus, qui sont de toute beauté, même si ce sont des vestiges de châteaux, hein, il n'y a pas eu de reconstruction, il y a eu de la restauration, des morceaux qui ont été remis en état, mais ça reste quand même très, voilà, très, très, très endommagé. Donc, ces châteaux-là, Quéribus et Peyrepertus, on parle des châteaux du pays cathare. Ce ne sont pas les seuls, mais on parle des châteaux du pays cathare. Alors, pourquoi parle-t-on des châteaux du pays cathare? Parce que les seigneurs, en fait, de Quéribus et Peyrepertus, comme beaucoup d'autres seigneurs, vont abriter des cathares. C'est-à-dire, ils vont recevoir dans leur château
vont recevoir, accepter dans leur village en fait des communautés de cathares. Donc les cathares sont des religieux qui ne reconnaissent pas l'Église catholique, qui vont se créer au milieu du XIe siècle, se former en église vraiment formelle et se disperser en fait à travers différents territoires appartenant au comte de Toulouse, au seigneur Trencavel, les petits seigneurs qui sont inféodés à ces grandes seigneuries, comte de Foix aussi, hein, il y avait beaucoup de cathares en Ariège. En Aragon aussi, on en trouvait, voilà, bon. Donc, et donc, les lieux vont accueillir hein, les seigneurs qui ne sont pas forcément des cathares. Hein, il y en a quand même qui vont, disons, embrasser plus ou moins la foi cathare, en tout cas être très sympathisants avec les cathares. Les seigneurs, quand va démarrer la croisade albigeoise, ces seigneuries-là vont protéger en fait les cathares et les évêchés, les évêques cathares, les diacres qui vont pouvoir aller se protéger dans les châteaux. Alors le château de Quéribus, c'est celui qui me tient le plus à cœur, même si Père Pertus est très intéressant aussi. Château de Quéribus, au début du XIIIe siècle, il appartient à Chabert de Barbera. Chabert de Barbera, c'est le meilleur ami en fait de Trencavel. C'est le meilleur ami aussi d'Olivier de Termes, qui est un seigneur qui descend d'une dynastie qui tient un château au cœur des Corbières, le château de Termes, très intéressant aussi, mais ça j'en reparlerai peut-être un peu dans une autre vidéo. Et donc Quéribus va devenir un lieu de protection et d'accueil en fait pour quelques religieux cathares importants en plus, et Chabert de Barbera qui a aussi un château à Barbera, c'est-à-dire à quelques kilomètres de Carcassonne, va lutter en fait fermement pour permettre pour protéger son territoire déjà, et donc il est très loyal, hein, il va être très loyal en faveur de la famille Trencavel, de tous les autres seigneurs. Il y a vraiment des liens très forts qui sont tissés entre eux, et il va faire preuve d'une très grande loyauté à l'égard des cathares et protéger qui lui demande protection, quoi. Chabert de Barbera n'est pas en lien avec la royauté française, il ne le sera jamais, c'est un officier du roi d'Aragon, donc il n'a pas de compte à rendre finalement, même s'il a des liens quand même de vassalité pour certains territoires. Il est le vassal pour certains territoires des Trencavel par exemple, hein, pour Barbera, mais disons que quand même le grand seigneur c'est le roi d'Aragon. Alors Chabert, le château de Quéribus, il a une particularité, par sa beauté déjà. On l'appelle le dé à coudre. Il est posé sur un piton rocheux vraiment qui surplombe la plaine et le paysage, le panorama alentour. Et comme un dé à coudre en fait. Il est construit d'une certaine façon, vraiment comme des poupées russes. Et c'est fantastique. Hein. Et puis quand vous montez en haut, bon, c'est vraiment une vue spectaculaire. Et donc en 1255, Chabert de Barbera est vraiment le dernier seigneur, vraiment le plus connu à lutter en fait pour protéger son château et les cathares. Et Chabert de Barbera va être capturé. Alors il sera pas en train de défendre son château de Quéribus, il sera à Barbera, hein, dans son château. Il va être capturé par Olivier de Termes, qui était son meilleur ami en fait, et qui va le faire captif parce que probablement, alors Olivier de Termes a changé de camp en fait, hein, il s'est soumis au roi de France, et ça j'en parle pendant les visites conférences, hein, donc là c'est un peu décousu, mais voilà. Et Chabert de Barbera va être capturé par son ancien meilleur ami, et donc le château de Quéribus face aux troupes, pendant que Chabert de Barbera est captif près de Carcassonne, et bien le château de Quéribus va finir, les soldats en fait qui gardent Quéribus et qui sont les soldats de Chabert de Barbera vont devoir se rendre en fait. La mort dans l'âme, ils vont se rendre. Et donc le château va être récupéré, le château de Quéribus. À Peyrepertus, c'est un petit peu la même histoire. Le seigneur de Peyrepertus, pareil, va lutter lui aussi, rester en résistance moins longtemps que Chabert de Barbera. Alors, le château de Peyrepertus qui est à quelques kilomètres, et ils se voient l'un l'autre. C'est un grand navire en fait. Il y en a un, c'est un dé à coudre, l'autre c'est carrément un paquebot. Vous voyez, c'est le Titanic en fait, posé sur un piton rocheux. C'est génial, sur une crête en fait.
C'est fantastique à voir et puis à découvrir. Il y a plusieurs niveaux, plusieurs étages, enfin c'est très très intéressant. Et donc ces châteaux-là vont être récupérés par le roi de France, par Saint-Louis, qui aura envoyé ses troupes donc pour mater les rébellions, pendant que certains anciens seigneurs sont passés dans l'autre camp, et voilà, dont Olivier de Termes qui capture son ancien meilleur ami, Chabert de Barbera, qui lui en voudra à mort, qui repartira en direction de l'Aragon et ne remettra plus jamais les pieds sur le territoire, voilà, de grande colère en fait, même si on essaie d'arrondir les angles et qu'on lui fait des propositions enfin, pour l'assouplir en fait, la France, hein. Non, il va rien entendre, il finira sa vie dans le Roussillon en fait. Le Roussillon qui fait partie de la France mais qui, donc jusqu'en 1650, c'est 142, appartenait, puisqu'il a été récupéré par Louis XIII, appartenait donc à l'Aragon. Donc, on a une signature, un traité qu'on appelle le traité de Corbeil, donc c'est un lien avec les Corbières, hein, qui va fixer la frontière, en fait, justement là où se trouvent les châteaux de Quéribus et Peyrepertuse, à la pointe sud des Corbières. Et ce traité va être signé entre la France et l'Aragon en 1258, ne sera pas respecté par l'Aragon parce que l'Aragon est très en colère d'avoir perdu des territoires qui lui appartenaient. Les Carcassonne aussi appartenaient bien sûr à l'Aragon. Donc il va y avoir des batailles qui vont être engagées. Ça va être un territoire quand même très, disons, très mouvant, hein. L'Espagne ensuite, hein, quand l'Espagne va se créer au XVe siècle, c'est pareil, hein, il va y avoir vraiment des batailles qui vont s'engager pour essayer de récupérer coûte que coûte et vaille que vaille ces forteresses qui auront eu leur heure de gloire au Moyen-Âge, qui auront été renforcées comme Carcassonne, mais en beaucoup plus petit, et qui seront progressivement, disons, laissés plus ou moins à l'abandon avec des contingents militaires jusqu'au XVIIe siècle, c'est-à-dire 1659. On signe un nouveau traité qui est le traité des Pyrénées, donc ça va être entériné par Louis XIV, qui va se marier avec l'infante d'Espagne pour mettre un terme finalement aux nombreuses tensions en fait entre les deux grandes entités que sont la France et l'Espagne, et avant donc France et Aragon. Et donc 1659, on déplace la frontière, on la met sur la chaîne des Pyrénées, et donc ces châteaux-là vont, Quéribus et Peyrepertuse, comme de nombreux châteaux, vont être complètement laissés livrés à eux-mêmes. Donc il y aura plus ou moins des bandits, des repères de bandits, des choses comme ça. Bon, Louis XIII s'en était déjà occupé, c'est-à-dire il a fait quand même démanteler beaucoup de choses pour éviter ça, pour éviter que ça soit des agglutinements voilà, de brigands ou de rebelles. Et il faudra attendre en fait, disons, le 19e siècle pour qu'on commence à s'intéresser déjà à la cité de Carcassonne, à la redécouverte de ces sites antiques ou médiévaux par les romantiques qui adorent ça, qu'ils soient écrivains, architectes, poètes, chanteurs. Bon. Donc les romantiques vont vraiment flasher complètement sur les sites comme ça, les châteaux abandonnés. C'est vraiment une manne de créativité pour eux. Et ensuite, 20e siècle, donc, on va avoir, disons, l'émergence pendant la Seconde Guerre mondiale disons, de ceux qui s'intéressent à ces châteaux, parce que ce sont des historiens, des artistes, des écrivains, des intellectuels qui cherchent en fait à faire renaître de ces cendres et à revivre et à comprendre vraiment quelle a été l'histoire de ces châteaux et quelle a été l'histoire des Cathares. Et ensuite, donc, dans les années 60, on va avoir une prise en main plus ou moins des maires des différents villages. Donc Quéribus, le village de Quéribus qui est en lien avec Quéribus, c'est le village qui est à côté, le village de Cucugnan, qui est fameux pour l'histoire du curé de Cucugnan, en fait, les lettres de Montmoulin, Alphonse Daudet, mais ça a été repris en fait d'un écrivain local, Achille Mire. Voilà, donc Cucugnan et Quéribus, Cucugnan, magnifique village avec son histoire, sa légende, et puis les maîtres de Montmoulin. Alors là, c'est boulangerie,
au top, hein, traditionnel, avec du pain traditionnel, mais du vrai de vrai, battage et tout. Et puis donc Peyre-Perthuse, magnifique, avec un village superbe qui est Duyac sous Peyre-Perthuse, avec un gîte d'étape au top, et des gîtes perso. Voilà, et donc à voir aussi. Enfin, il y aurait tellement à dire. Mais là, c'est juste une présentation. Et alors, les Corbières, hein, je peux vous dire, j'ai arpenté un long, un large, en travers. Le moindre, pas le moindre caillou, mais pratiquement, hein.